Bonjour à vous deux. Donc, vous êtes journaliste pour 1538. Voici mes premières questions. 1538 rassemble des journalistes spécialistes du pourtour de la Méditerranée. Qu'est-ce qui vous a rassemblé? Alors bonjour, donc 1538 Méditerranée, c'est une initiative médiatique qui est née au Liban parce qu'en fait on était quasiment tous parmi les cofondateurs et cofondatrices du média installés là-bas en tant que correspondants. Et puis Leïla Berato qui nous a rejoint sur le projet, elle était en Algérie. Et ce qui nous a rassemblés au départ, c'est qu'on s'est rendu compte que dans notre travail de correspondant, il y avait des questions similaires, des problématiques similaires, et il y avait aussi une certaine frustration de faire son métier d'une certaine manière, sans avoir trop le temps, en ayant l'impression de zapper d'un sujet à l'autre, en étant un peu pris par l'actualité en fait qui change beaucoup et qui fait que on va s'intéresser à un sujet et puis ensuite on va considérer que il a été traité et qu'on peut le classer quoi. Et tout ça en fait faisait naître des frustrations dans notre manière de faire notre métier et on a voulu transformer cette frustration en action plutôt et en se disant on est jeunes puisqu'on était plutôt un groupe de jeunes journalistes, on n'a pas envie de finir aigris dans notre métier donc on va créer. Et donc, on a réfléchi à la manière dont on avait envie de faire de l'information. Et ce qui nous rassemblait en tant que professionnels, c'était de prendre notre temps, d'avoir la possibilité de traiter un sujet sur le long cours. Donc, ce qui fait que, par exemple, avec 1538, on ne referme pas les dossiers. S'il faut, 2 ans après, on refait un article sur un sujet qu'on a traité. C'était un journalisme de terrain. On avait envie vraiment que les personnes qui travaillent avec nous dans cette aventure, elles soient dans les pays, elles habitent dans les pays dont elles parlent, parce que c'est en habitant un pays et en connaissant en fait les spécificités de ces sociétés qu'on en comprend les contraintes et les enjeux. Que pensez-vous de la liberté de la presse quand le média est détenu par un grand groupe financier? C'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent quand on fait des rencontres publiques ou des ateliers. C'est une question que nous-mêmes, on s'est posée aussi dans la manière de créer notre média, sinon je pense qu'on ne l'aurait pas créé de la même façon. Moi, je pense que c'est illusoire de se dire qu'un patron d'un grand groupe va contrôler tous les jours au quotidien ce que vont faire ces journalistes. C'est pas ça. La problématique, c'est plus déjà le fait que la pluralité des médias, elle s'estompe peu à peu, puisque en fait, si on se rend compte que la plupart des médias en France, ils appartiennent à quelques petits groupes en fait finalement. Donc on a l'impression d'une pluralité, on a l'impression qu'on va dans un kiosque et qu'on a plein de titres différents, et finalement ils appartiennent au même groupe. Et ce dont on se rend compte, c'est que ça va pas être forcément une censure qui va s'appliquer aux journalistes qui y travaillent. C'est parfois de l'autocensure, c'est-à-dire on va se dire je vais pas traiter de ce sujet-là. C'est parfois aussi le poids de se dire que si on parle de ça, on prend un risque. Et donc c'est ça qui fait qu'on ne va pas le traiter. Et puis parfois aussi c'est plus direct, puisqu'on s'est rendu compte dernièrement aussi que parfois le fait de pas plaire à un grand patron, on perd son job aussi. Et ça en fait il faut l'avoir en tête selon moi. Et je pense que c'est pour ça que je me battrai toujours, en tout cas, pour vraiment avoir cette pluralité de l'information, pour permettre à chacun, comme disait Hélène, de choisir, parce que le choix de l'information, il est très important, et qu'au fur et à mesure où l'univers médiatique se réduit à quelques grands groupes, on va perdre cette diversité, en fait, et cette diversité de tons, cette diversité des sujets abordés. Faut pas le voir seulement comme une menace qui plane, mais c'est aussi dans la diversité des choses et qu'on nous donne à voir sur notre monde, quoi, finalement. Et si on veut une bonne information, c'est important de la financer parce qu'il n'y a pas d'information gratuite. Il y a toujours un journaliste qui travaille derrière. Il y a toujours un rédacteur en chef qui doit trouver des fonds pour ça. Et si on veut pas de pub, si on veut rien, si on veut juste de l'information de qualité, à un moment donné, il faut contribuer à cette information et soutenir les médias. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai droit à un bonus de bonus pour les questions? Allez, une dernière.
Je voulais savoir, quand vous écrivez vos articles, quand vous êtes au moment de la rédaction, est-ce que vous prenez en compte des biais cognitifs? Parce qu'on parle de plus en plus des biais cognitifs qui sont utilisés par les médias pour influencer, orienter, pour donner un avis caché, etc. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous vient en tant que professionnel de l'information? Ah ben tiens, je vais plutôt utiliser ce biais, tel biais cognitif, voilà, d'empathie. Enfin, ils sont légion. Donc, voilà. Est-ce que vous en tenez compte? Personnellement, dans mon travail de journaliste, non. J'ai pas vraiment de souvenirs et c'est vrai que c'est pas comme ça que je travaille en tout cas et que je vois ma transmission de l'information sur un sujet spécifique. Oui, on va faire attention au lecteur en se disant, bah, surtout quand on était correspondante au Liban, en Syrie, on explique quelque chose qui est très compliqué, des fois en 1 minute pour France Info ou pour France Inter. Donc, je réfléchissais au lecteur ou à l'auditeur plutôt qui était dans sa voiture très loin et qui avait besoin d'un langage qui le touche et qui, en tout cas, qui puisse comprendre ce qui se passe sur une terre qui a des milliers de kilomètres de son quotidien et de ce qu'il vit, de ses réalités à lui. Donc, c'est plus, on va dire, voilà, c'est pas quelque chose de cognitif, c'est plus s'adapter à son lectorat suivant le terrain où on est, parce qu'on vit des terrains, on vit des choses. Donc, le lecteur n'est pas là non plus. Donc, il faut plutôt s'adapter au lecteur en se disant, en étant pédagogique. Voilà, c'est plutôt de la pédagogie pour ma part. Après, pardon. Pour compléter, je pense que ces biais cognitifs, ils sont plutôt issus d'un mode de journalisme qu'on appelle journalisme de desk, c'est-à-dire de bureau, où finalement on se retrouve avec beaucoup de rédactions qui fonctionnent sous ce modèle-là, où le journaliste il va à son bureau chaque matin et en fait il n'est pas sur le terrain forcément. Il traite des informations qu'il reçoit et il les reformule pour nourrir un site, un média, etc. Nous, le journalisme qu'on fait, c'est plutôt un journalisme de reportage. Donc, on va raconter ce qu'on a vu sur le terrain, où on va donner la parole à des spécialistes, etc. Pour moi, ces biais cognitifs, en fait, ils sont vraiment plus concentrés sur la manière de choisir un titre, sur le fait de effectivement glisser tel ou tel mot pour être sûr de remonter dans les moteurs de recherche aussi, ce genre de choses. Et là, en fait, on est plus du domaine de la reprise éditoriale. Pour moi, c'est vraiment c'est ce journalisme-là qui est plus visé par ces biais-là. Très bien. Merci beaucoup, c'est parfait.